Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu une. Je parle évidemment d'un épisode de la série Théologie et Popcorn qu'on a sur la chaîne. Bon, en fait, ça fait exactement 40-50 jours, puisque pendant le carême, pas de Netflix. Mais comme on dit, ils sont finis les jours de la Passion. Et donc, bienvenue, welcome back pour la série Théologie et Popcorn. Ce que je vous propose, c'est de prendre une série qui a cartonné, que probablement vous connaissez, que vous avez aimé, Vikings, et puis sa suite, Valhalla, de l'étudier à travers un procédé cinématographique qu'on appelle le réalisme magique, parce que ce que je voudrais, c'est vous montrer qu'il y a une certaine forme de maturité là-dedans. Nous, on fait de la théologie et du popcorn, et justement, dans sa manière de parler de Dieu, des dieux, puisqu'il y a des Vikings, du surnaturel, du divin, du merveilleux qui habite notre monde, il me semble que là, dans Netflix, on est atteint à un certain stade de maturité. Et enfin, vous allez le voir, je pense que c'est assez symptomatique de l'évolution des mentalités contemporaines qui fait qu'on habite dans un monde qui est à nouveau en train de se réenchanter. Juste avant d'y aller, je note quand même qu'on a franchi le cap des 50 000 abonnés. Et oui, que tout cela n'aurait pas été possible sans vous, donc cœur sur vous, hein. On like, on s'abonne. Un grand merci à tous ceux qui me donnent des coups de pouce sur Tipeee. Bon, voilà. Merci, la vie est belle, on continue en espérant que ça dure. Je ferme la parenthèse et je reprends ma petite série Viking. Alors, c'est une série, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins bien. Ce que j'aime moins bien, par exemple, c'est l'aspect interdit moins de 16 ans, c'est toujours un peu pénible. Ce que j'aime moins aussi, c'est le traitement qui est réservé au christianisme. Alors, bon, c'est peut-être parce que je suis chrétien que je dis ça. Alors, c'est assez ambigu parce que d'un côté, j'aime beaucoup le traitement qui est fait aux religions. Il y a une certaine forme d'omniprésence de Dieu ou des dieux, et ça vous plonge dans l'univers mental du Moyen-Âge. C'est vrai que quand les Vikings faisaient la guerre aux Anglais, c'était leur Dieu qui faisait la guerre à Dieu. Donc ça, c'est très bien vu. Mais de l'autre côté, il y a une certaine forme de complaisance. La religion nordique qui fait la guerre, qui fait des sacrifices humains, et derrière on vous présente les Vikings comme un peuple sympathique et quasiment débonnaire, et de l'autre côté vous avez une religion qui prône l'amour de Dieu et du prochain, et évidemment quasiment tous les chrétiens sont des hypocrites. Donc là je me dis qu'il y a une certaine forme de faiblesse, de facilité, oui, de facilité d'écriture, peut-être un peu même de schizophrénie. Bon, voilà. Par contre, il y a le personnage de Ragnar Lodbrok et d'Athelstan qui sauve tout ça. Ragnar Lodbrok qui est magnifique, hein, il y a un côté mystique, pragmatique, brutal, fragile, très attachant et en même temps horrible. Athelstan qui est une sorte de chrétien auquel personne ne croit et puis qui finalement emporte l'adhésion de tout le monde. Alors il n'y a pas ça dans la deuxième saison, il n'y a pas Ragnar, il n'y a pas Athelstan, il n'y a pas de grand personnage qui fait que j'ai pas du tout accroché. Et puis la chose que j'aime énormément, son usage du réalisme magique, qui est un procédé narratif pour parler du surnaturel et du divin dans notre monde, et qui s'inscrit en rupture avec ce que faisait Netflix jusque-là, et qui, je pense, est assez réussi. On va voir ça. Le plus simple pour comprendre ce que c'est que le réalisme magique, c'est de l'opposer à la fantaisie, au fantastique. Donc vous voulez parler d'un monde dans lequel il y a du surnaturel. Et dans Vikings, il y a des apparitions, il y a des miracles, il y a des dieux, il y a Dieu. Sauf que vous voulez en parler, mais nous, les spectateurs, on vit dans un monde hyper marqué par le rationalisme, la critique, le matérialisme. Donc, il y a une sorte de court-circuit entre ce que vous voulez dire et ce que les gens vont croire. Donc, le réflexe, ça va être le réflexe fantastique, de vous embarquer dans un grand voyage poétique, qui est une manière de vous dire « mets tes croyances de côté, on ne se situe plus dans le registre de la vérité, mais dans le registre du beau et l'aventure de l'imagination ». Ça commence avec Tolkien et puis là, ça aboutit avec The Witcher. The Witcher, c'est l'apothéose de la fantasy qui fonctionne en vase clos avec des lois différentes, avec une physique différente, avec des races humaines différentes. Ici, c'est le contraire. On ne va pas chercher à fuir le monde, mais à le réinvestir, d'où le terme de réalisme, tout en étant attentif à ce qu'il peut y avoir de surnaturel dans notre monde, d'où le terme de magique. Et le critère de la vérité va être réintroduit avec la recherche de l'objectivité. Alors dans Vikings, ce sera l'objectivité historique. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est une rupture. Alors certainement s'il y a des historiens parmi vous, il y en a qui vont tiquer parce que tel ou tel personnage, ça s'est pas passé comme ça dans la réalité, mais n'empêche qu'il y a une prétention. La question, ça va être comment est-ce que dans un monde qui prétend à l'objectivité, on va pouvoir réintégrer du surnaturel. Ça, c'est très intéressant. Le deuxième truc qui rajoute de la difficulté, c'est qu'on n'utilise pas des effets spéciaux à tire-larigot, il n'y a pas une débauche d'effets spéciaux. Par exemple, vous prenez un film comme l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi parle de notre monde. C'est un enfant qui fait un naufrage et qui se retrouve coincé dans un bateau pendant 90 jours. Mais pour vous réinvestir ce monde et montrer qu'au moment il y a du surnaturel, du merveilleux, du mystérieux dans notre monde, l'Odyssée de Pi va vous mettre des effets spéciaux absolument partout. Il va y avoir un tigre
qui est un effet spécial à lui tout seul, qui est dans le bateau. Vous allez avoir un travail constant sur les couleurs pour les rendre plus flashy, plus mystérieuses. Vous allez avoir une juxtaposition des plans d'eau et des plans étoilés pour vous montrer comment est-ce que tout ça est très poétique. Enfin bref, vous avez une débauche d'effets spéciaux. Ici, les effets spéciaux sont quand même très sobres. À un moment, vous avez Odin qui apparaît, c'est juste en haut d'une falaise, avec un vent et puis des corbeaux, une voix au milieu de nulle part. Mais en fait, c'est très sobre. Donc si vous voulez, ça c'est le deuxième truc qui rajoute une difficulté. Objectivité et puis pas d'effets spéciaux fondamentalement. Et alors, comment est-ce qu'on va réinvestir le surnaturel là-dedans? Et c'est là où on arrive à la grande trouvaille de cette série. C'est que ici, on est dans la reconstitution mentale d'un univers qui a disparu, dans une ancienne vision du monde. Ce que la série vous propose, c'est de voir le monde comme un homme du Moyen-Âge pouvait voir le monde. Donc ça permet à la fois d'allier l'objectivité historique et puis en même temps l'aspect poétique, aventure, parce que c'est une immersion dans un imaginaire aussi. Bref, c'est une manière de réenchanter le monde sans s'en apercevoir. Parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, le monde était enchanté. Un viking pouvait, en allant dans les bois, rencontrer une valkyrie. Un chrétien en Angleterre pouvait avoir une apparition d'un martyr ou en touchant des reliques opérer des miracles. Et vous ne pouvez pas comprendre ce monde si vous n'adoptez pas ce point de vue. Si bien que il va y avoir une sorte de mélange entre ce qui est objectif et la subjectivité. Je le dis différemment, vous allez avoir beaucoup de mythologies et de légendes qui vont être importées. Vous allez avoir des sacrifices, vous allez avoir des rites, vous allez avoir des apparitions de dieux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce merveilleux est importé non pas comme un mythe, sous-entendu quelque chose de faux, mais comme une légende, du latin legenda, ce qu'il faut lire, c'est-à-dire un point de vue à adopter sur la réalité pour le comprendre. C'est-à-dire que là, le merveilleux fait partie du décor, il est pris pour acquis comme c'était pris pour acquis au Moyen-Âge, et que ça vous permet de revivre le monde comme un homme du Moyen-Âge le vivait, avec son lot d'apparitions, de miracles, de surnaturel. Et c'est ça ce qui est hyper intéressant, c'est que le surnaturel est ici réintégré comme étant quelque chose d'acquis pour les besoins de la cause historique, et que ce qu'on vous propose, c'est une expérience, c'est une immersion mentale de voir le monde comme un viking ou un homme du Moyen-Âge pouvait le voir, avec des miracles, avec des apparitions. C'est là où on parle de réalisme magique. Là où ça peut être un peu déroutant pour nous, c'est d'envisager ce monde habité par des forces surnaturelles. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc ce que va faire la série, c'est que si jamais là, elle vous met un élément de discontinuité entre notre psychologie et leur psychologie, pour tout le reste, elle va inciter au contraire sur la continuité. Donc, dans cette série, les personnages vont avoir une psychologie moderne, parce que la manière dont les gens se comportent, réagissent, se mettent en colère, parlent, ce n'est pas du Moyen-Âge, pour le coup, c'est de la psychologie moderne. Ça vous permet de vous identifier à eux. Et puis ensuite, on va importer des thèmes politiques, le féminisme, l'émancipation sociale. Ça permet de mieux se projeter, de mieux s'identifier aux héros. Et donc, avec tout ça, on arrive dans quoi? On arrive dans ce que je pense être une sorte de révolution de l'univers mental. C'est-à-dire qu'avant, pour envisager qu'il y ait du surnaturel, il fallait partir dans le monde onirique. Là maintenant, c'est exactement le contraire. Il s'agit de réinvestir notre monde à nous. Un des grands livres philosophiques au XXe siècle, c'était Charles Taylor, Le désenchantement du monde. Et bien là, en fait, c'est exactement le contraire qui arrive, c'est de vous montrer comment est-ce que le monde dans lequel nous vivons, les gens ne veulent plus entendre qu'il soit désenchanté. Ce qu'ils veulent au contraire entendre, c'est qu'il est à nouveau enchanté. Et que là, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous avez rejoigné un de mes thèmes de préoccupation qui est l'émergence d'une société païenne. Bref, je dis à tout le monde bonne Pâques, merci à vous pour les 50 000 abonnés, et puis la vie est belle. J'essaierai de faire dans pas trop longtemps Akira, parce que j'en rêve pour Théologie Popcorn, et puis d'autres vidéos de catéchèse, etc. Tout ça à venir. Vous prenez soin de vous. L'amour vaincra.